Et je vous demande d'accueillir maintenant notre dernier intervenant qui s'appelle Serge Jacquat, que personnellement je connais depuis assez longtemps, parce que quand je fais l'environnement parisien, je fais beaucoup de sujets météo et climat. Et Serge est agroclimatologue. Il est désormais assez connu grâce à son chapeau, notamment. Et allez-vous, Serge. Est-ce que Serge, déjà, vous pouvez vous présenter, dire agroclimatologue, tout le monde ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Climatologue, météorologue, on sait, mais agroclimatologue, on ne sait pas exactement. Donc qu'est-ce que c'est que cette spécialité ? Eh ben déjà, bonjour à tous, vous êtes très nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir de vous voir tous ici. Alors agroclimatologue, c'est en divisant en deux mots, hein, agroclimatologue, c'est l'impact du changement climatique notamment sur l'agriculture. Alors c'est hyper concret, c'est très concret, je ne vais pas vous faire des phrases très compliquées, hein. C'est très concret. Si vous prenez par exemple le court terme, genre dans les prochains jours, quoi, ça c'est de l'agro-météo. Typiquement, floraison précoce actuellement, s'il y a des risques de gel à venir, je protège mes cultures en cours. Ça, Qui a c'est de été le cas il y a l'agro-météo. quelques jours Voilà. un peu partout en France. Exactement. S'il y a une vache laitière, par exemple, est-ce que je dois la protéger de la canicule? S'il y a une sécheresse en cours, est-ce que je dois irriguer? S'il y a trop d'eau, est-ce que je peux aller semer ou non? Ça, c'est du court terme. Et l'agroclimatologie, donc là, c'est plutôt du long terme. En gros, c'est est-ce que je dois planter des oliviers dans la Beauce en 2030? Est-ce que j'aurai de la lavande à Lille en 2050? Est-ce que je dois planter du kaki, de la nèfle, de la grenade, de la figue de Barbarie à Perpignan en 2026? Est-ce qu'il y aura toujours du camembert en Normandie en 2050? Et est-ce qu'on pourra toujours manger de la raclette dans les Alpes d'ici 2070? C'est pas sûr, hein, je vous préviens, pour ceux qui sont fans de raclette. Et ça, du coup, vous, votre boulot quotidien, c'est quoi? C'est de faire des bilans, de travailler avec le GIEC sur les scénarios climatiques à 2050, 2100. En quoi consiste exactement votre travail au quotidien? En fait, je récupère les résultats du GIEC, les séries climatiques du GIEC, donc les climatologues, c'est ce qu'ils fournissent. Et derrière, je vais appliquer des équations de la biologie, quoi. La vitesse de croissance des feuilles en fonction de la température et de l'indice hydrique des sols, donc de l'eau dans le sol, le stress thermique sur la vache laitière et la production de lait qui lui est associé, le stress thermique sur un poulet en plein air et du coup la perte d'œufs qu'il peut y avoir derrière. Donc mon objectif est de quantifier les impacts du changement climatique sur l'agriculture. En fait, c'est hyper important. C'est vraiment très important. Parce que quand vous regardez CNews ou BFM TV le soir en rentrant chez vous, quand il y a une canicule, on parle de quoi? On parle, bah, est-ce qu'il faut mettre des climatiseurs Mmh. dans le RERB? Ou est-ce qu'il faut mettre des climatiseurs dans les maisons? Et derrière, on va dire que le glacier a fait un très bon chiffre d'affaires parce que les enfants sont allés à la plage ce week-end. Ça vous agace quand vous entendez ça? Ça m'agace, oui. C'est-à-dire que notre problème, qui est le changement climatique, c'est nous qui l'avons créé, ce changement climatique. On en est à l'origine avec les gaz à effet de serre. Eh ben, on essaye de le résoudre juste en regardant les impacts qu'il a sur nous, les humains. Est-ce que qu'on les a gens trop n'ont chaud? pas tendance à confondre météo et climat? Si, aussi. Mais je termine juste ce que je dis. C'est que moi, mon rôle, c'est de dire le dépérissement des arbres dans les forêts dues aux canicules, c'est aussi un des impacts du changement climatique. Les pertes de rendement par les excès d'eau pour le blé ou les déficits d'eau pour le maïs, c'est aussi des impacts du changement climatique. Et la perte de la biodiversité, on a aussi un rôle du changement climatique dans cette perte de la biodiversité. C'est de remettre le contexte du changement climatique, pas que sur l'humain, mais aussi que ça impacte tous les écosystèmes autour de nous. Et je réponds à la question météo-climat. Je rappelle que la météo, c'est le court terme. Quand vous regardez Evelyne Delia à la télévision qui vous dit les temps qu'il fait, ça, c'est de la météo. Le climat, ce sont les projections 2030, 2050, 2060. C'est-à-dire que quand vous avez un président du plus fort pays, entre guillemets fort, mondial, qui vient vous dire qu'il neige à New York aujourd'hui, où est le changement climatique, c'est un discours à jeter à la poubelle. C'est ce qu'on appelle une confusion entre le court terme et le long terme. Par contre, si ce président aurait eu l'intelligence, et je dis bien l'intelligence de nous dire la fréquence de ces chutes de neige à New York et l'évolution de la hauteur de neige moyenne annuelle et son évolution à la baisse, là, ça aurait été un discours climatique. Voilà.
Et donc là, on surfe, on voit que vous parlez de Donald Trump, qui est ouvertement climato-sceptique. Est-ce que ce discours-là, on pensait qu'il était un peu révolu? Il est toujours aussi actif, le discours, le discours climato-sceptique? Mais il n'est pas révolu. Il n'a jamais été révolu. C'est qu'en fait, ils ont fait juste le silence et ils reviennent comme des petits serpents, vous savez, qui reviennent prendre un peu le pouvoir et qui se disent maintenant, le climat, les écolos, puis on a bien l'exemple sur X, hein, on a bien aussi Donald Trump, on a aussi Elon Musk, qui impose par les algorithmes et qui impose cette vision de l'homme de 70 ans qui est à moitié sénile et qui vient imposer à nos jeunes la vision d'un ancien monde qu'on ne veut plus. C'est-à-dire un monde où on se tape dessus pour des réserves de pétrole. C'est pas un monde d'avenir. Voilà. Moi, je considère que c'est nous, les jeunes, maintenant, qu'on doit un petit peu faire les petits serpents et à un moment revenir et dire non. Maintenant, on va changer. Le monde qu'on va avoir, nous, dans l'avenir, c'est pas le monde que vous allez nous léguer, c'est le monde qu'on va créer nous-mêmes, en fait. Et vous, au quotidien, sur vos réseaux sociaux, est-ce que vous faites du débunkage, comme on dit, du climato-scepticisme? Vous réexpliquez que s'il y a eu 4 périodes de gel et qu'il a fait très chaud en février, c'est pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, bien au contraire? Alors ça, c'est un peu un rôle que je me suis donné, parce qu'à l'origine, je suis un scientifique qui travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, mais en vulgarisant ces informations-là sur les réseaux sociaux, on a remarqué que ça intéressait, et en attirant du monde sur les réseaux sociaux, on a forcément des personnes qui sont intéressées, comme vous, sur le sujet, mais on a des personnes qui essayent de nous faire taire, par tous les moyens. Ça, c'est les discours, effectivement, oui, climato-sceptiques. Alors, on me dit souvent, Monsieur Zaka, pourquoi vous leur répondez? Pourquoi vous perdez votre temps à leur répondre? Pourquoi vous perdez votre énergie à leur répondre? Eh ben, c'est qu'en réalité, pour qu'on ait un président climato-sceptique qui a été élu, on a également des maires dans certaines villes qui ont été élus. Et il y en a de plus en plus en réalité. Donc si tout le monde se dit qu'il ne faut pas leur répondre, parce qu'à un moment l'intelligence va revenir sur le terrain et puis on va reprendre raison sur le climat, eh ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas actuellement. Parce qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux, ils maîtrisent les algorithmes aussi sur les réseaux sociaux. Et en réalité, moi je leur réponds, c'est pas pour changer la vie de certains comptes ouvertement climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, extrêmement connus d'ailleurs par la presse, qui les invite d'ailleurs encore sur les plateaux télé. Non, c'est pas pour changer leur avis, parce que je considère que là, c'est pas de l'ordre scientifique, c'est de l'ordre psychologique qu'il faut aller voir. C'est plus de l'ordre scientifique. Il y a un moment, il faut arrêter. Et moi, ce que je leur réponds, c'est que je leur donne des chiffres, oui, avec un peu d'humour parfois. Je leur donne des chiffres, des faits. Je suis pas là pour encore expliquer ce que c'est le changement climatique. Je leur donne des chiffres, des faits. Mon objectif n'est pas de changer le discours des climato-sceptiques. Mon objectif, c'est qu'il ne convainc pas encore plus d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se faire avoir par ces discours. Mon objectif, c'est juste d'arrêter que ce discours il reste dans leur cercle, dans leurs algorithmes sur les réseaux sociaux, et qui n'aille pas convaincre le papy, la mamie ou la personne plus jeune qui n'a pas de formation pas de formation scientifique et qui pourrait les croire et donc finalement voter une personne qui aurait un discours anti-scientifique. Et je considère que dans cette salle, je ne dois pas être le seul à le faire. Ici, il y a plein de jeunes qui maîtrisent les algorithmes, il y a plein de jeunes qui ont des réseaux sociaux. Et en fait, c'est vous les ambassadeurs de demain. C'est vous qui devez montrer à tous ces papis de 70 ans qui nous dirigent que vous ne voulez pas de ce monde. Et vous ne considérez pas que les scientifiques sont à jeter à la poubelle. Donc que ça soit la définition de l'écologie, en fait, on nous fait tourner en rond. Et le but, c'est de nous faire tourner en rond, de nous faire parler. En fait, ce sont les plus jeunes qui doivent reprendre cette information. On s'en fout de la définition de l'écologie. On s'en fout ce que c'est l'agroclimatologie. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut montrer le monde de demain. Et on n'est pas sur un problème de définition. On est sur un problème de fait, d'évolution de la température, d'évolution de la floraison, de la perte de la biodiversité, de perte de rendement agricole, de 15% des arbres dans le nord-est de la France qui sont en train de mourir. Et c'est l'héritage qu'on ne veut pas donner à nos enfants. Nous, les plus jeunes, on ne veut pas donner ça à nos enfants. Donc on ne va pas tourner autour des définitions. Voilà, je considère que les jeunes, maintenant, ils doivent prendre un petit peu ces réseaux sociaux et retourner ces algorithmes à l'encontre de ceux qui les ont créés. Est-ce que vous êtes très suivi par le monde agricole, notamment oui, puisque vous travaillez directement sur les conséquences du réchauffement climatique sur l'agriculture? Moi, j'ai pas de problème forcément avec le milieu agricole parce que ce sont les principaux concernés. Alors, il y a des personnes dans le milieu agricole qui vont plutôt agir parce que ça concerne leur portefeuille. Donc, ils vont essayer un petit peu
de trouver des solutions pour éviter que ça impacte le portefeuille. Il y en a d'autres qui vont plutôt agir pour essayer d'améliorer un petit peu l'écosystème, l'environnement, le stockage du carbone, les arbres. Ça aussi, c'est une autre façon d'agir. Aucun agriculteur, sauf un seul, Patrick Legras, du côté de la Somme, d'ailleurs à la coordination rurale, c'est l'un de leurs hautes têtes qui est climato-sceptique ouvertement. Hein. Le reste, en réalité, ce n'est pas le cas. Par contre, ce n'est pas les agriculteurs qui vont venir m'agresser sur les réseaux sociaux. Ce sont les climato-sceptiques, ce sont des lobbies, ce sont des personnes qui ont des entreprises dans l'aviation, qui ont des personnes dans la construction, ou des politiques qui viennent, en réalité, m'insulter, m'harceler ou me menacer de mort. Vous avez par exemple un politique qui a été élu maire, il me semble, dans la ville de Carcassonne, et qui raconte n'importe quoi sur le changement climatique. Comment on peut élire un maire en 2026 climato-sceptique? Ce n'est plus possible. Et vous, sur vos réseaux sociaux, vous parlez de menaces, d'agressions verbales ou écrites. Ça se matérialise comment et quelles sont les conséquences sur votre vie quotidienne? Alors l'objectif des climato-sceptiques n'est plus de prouver qu'il n'y a pas de changement climatique, c'est impossible de toute façon avec les mesures qu'on a. L'objectif maintenant, il faut le comprendre, c'est de faire taire les personnes qui en parlent. Et ça, c'est un petit peu dans le cas où je suis. C'est-à-dire que, imaginez-vous une année, une semaine où il y a une canicule. Ça impacte le maïs, le blé, les vaches laitières, la tomate, les courgettes. Vous parlez de ça en essayant de défendre la production agricole face au changement climatique. Donc je ne suis pas un lobbyiste, quoi. Je suis juste en train d'essayer de vous faire manger dans l'avenir et d'adapter l'agriculture au changement climatique. Et pendant ces canicules, qui sont juste indéniables et vous avez juste à sortir dehors pour les vivre, vous recevez des milliers de messages d'insultes par jour. Et vous recevez également par SMS, par WhatsApp, par mail, des messages de mort. Alors, j'en ai diffusé quelques-uns. Je ne vais pas dire ce qu'on me dit ici avec le micro, mais ça va extrêmement loin. C'est-à-dire que moi, je suis dans une procédure actuellement avec les policiers pour essayer de trouver la personne ou les personnes qui me menacent de mort. Alors, elles sont trouvées maintenant. On les a trouvées. Elles sont peut-être dans la salle d'ailleurs. On les a trouvées. Et dans pas très longtemps, il y a une procédure judiciaire. Parce que pourquoi ? Il faut arrêter de faire croire aussi que ça va passer, qu'il y a un moment, on a le droit de tout sur les réseaux sociaux, d'insulter tous les écologues, tous les climatologues. Il y a un moment, il faut montrer l'exemple et dire « Merde, voici un procès, vous l'avez perdu, parce qu'effectivement, il m'a menacé de mort, je ne vois pas comment il peut le gagner. Une 50aine de fois, il m'a menacé de mort. Donc il y a un moment, il faut montrer l'exemple et de dire « Nous aussi, on sait utiliser les outils pour nous défendre et pour défendre en parallèle le climat. » Est-ce que vous êtes en contact avec des homologues aux États-Unis ou des homologues aux États-Unis où on voit que Donald Trump a notamment viré, il n'y a pas d'autre mot, de nombreux scientifiques qui parlaient de météo, qui parlaient de climat. On a l'impression que la science sous Donald Trump est menacée et que les scientifiques directement sont menacés. Est-ce que vous avez des contacts avec des homologues américains qui se demandent ce qu'ils vont devenir? Alors pas forcément de contacts proches, par contre j'ai des contacts avec tous les climatologues français qui me décrivent un petit peu la situation de leurs homologues américains. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin, il n'y a pas besoin d'aller en Amérique pour voir ça. L'ensemble des axes de recherche sur le climat, sur l'écologie, sur la forêt, Météo France a perdu je ne sais combien de dizaines de pourcentages de son budget. On n'a pas besoin d'aller en Amérique. En fait, on le regarde en France et on le laisse faire. On regarde les choses se produire et on le laisse faire. L'Institut qui est censé gérer les évolutions climatiques en France, je crois qu'elle a perdu 30 à 40% de ses budgets. Il faudra vérifier ce chiffre, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Et comment vous expliquez ce backlash écologique, y compris en France ? Ces atteintes on parlait du bio, on parlait de l'Office français de la biodiversité a été attaqué, l'INRAE a été attaqué. Comment vous expliquez que ces discours-là, auprès d'une frange de la population, ne passent pas et ceux qui les tiennent soient menacés? C'est parce qu'on les a laissés faire. En réalité, on a laissé les climato-sceptiques être invités dans les médias. On a laissé des personnes qui menaçaient de mort des écolos en fait, on les a invités dans les médias.
Ça n'a posé problème à personne que des personnes de plus de 70 ans viennent nous raconter qu'il n'y a pas de changement climatique. On a laissé faire parce que ça fait du chiffre, déjà, pour ces médias-là. Dans les réseaux sociaux, on s'est dit, c'est pas grave, c'est la science qui va forcément gagner. Comme d'habitude, ce sont les intelligents qui vont gouverner ce monde. On a remarqué que ce n'était pas le cas. On a laissé faire, les scientifiques ne sont pas assez intervenus. Le grand public n'a pas montré ce qu'il voulait vraiment de son avenir. Et donc, en fait, on se retrouve avec des personnes extrêmement néfastes pour cette planète qui prennent le pouvoir. Et comment Voilà. vous pensez, à votre niveau, gagner ce combat-là? C'est-à-dire continuer à faire de la pédagogie, continuer à dire les effets du réchauffement climatique auprès des agriculteurs, auprès du grand public? Ouais, il y a continuer à faire de la pédagogie, ça c'est le cas, c'est ce que je continue à faire. C'est aussi motiver les autres scientifiques à faire de la pédagogie aussi. Je ne suis pas le seul agroclimatologue de France. Il y a plein de climatologues aussi qui doivent prendre la parole. Et surtout, ce sont les plus jeunes en réalité qui sont l'avenir. Moi, je laisse tomber Donald Trump et tous les autres qui nous gouvernent. Là, je me dis, de toute façon, il y a un moment, ils vont mourir, c'est eux qui vont partir à un moment de cette planète. Hein. Enfin, il y a un moment, c'est nous, les plus jeunes, qui devront reprendre l'histoire. Et Donc puis, vous incitez là, le pourquoi public pas à devenir agroclimatologue et à... Peut-être pas agroclimatologue, mais en tout cas vulgarisateur, peut-être s'investir en politique. En tout cas, si eux, ils ne le font pas, c'est moi un jour qui fera de la politique et qui le fera à leur place, quoi. Voilà. C'est quelque chose que vous envisagez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi on doit toujours voter pour des politiques qui servent à rien? Enfin, et pourquoi ne pas se poser la question à un moment, pourquoi pas moi être politique aussi et montrer l'exemple en réalité? Voilà. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile, et je sais qu'il y en a d'autres dans la salle qui veulent le faire, mais on peut le faire aussi. Donc pourquoi pas? Un jour, peut-être que je ferai de la politique et que j'essaierai de faire changer les choses de l'intérieur, et pas forcément que de faire de la pédagogie et d'expliquer à des ministres comment fonctionne l'écologie, parce que je le fais tous les 6 mois, vu qu'on change de ministre tous les 6 mois, et c'est ça qui est problématique aussi. Hein. Parce qu'en réalité, quand vous travaillez sur un problème, c'est-à-dire un problème de long terme, 20-30 ans, c'est la biologie, quoi. C'est le sol, c'est les arbres également, c'est plusieurs générations d'hommes, un arbre. Et vous avez un politique qui dure 6 mois à la tête du ministère, et bien à un moment, oui, c'est sûr qu'on ne va pas avancer, quoi. Donc c'est un problème de politique, c'est pas un problème d'écologie. Voilà. Si on changeait tout ça, peut-être qu'on avancerait sur ces sujets. Vous annoncerez dans Le Parisien quand vous présenterez, vous deviendrez politique. Peut-être pas maintenant, je suis encore jeune, mais ça va venir, ça viendra. Mais j'y réfléchis de plus en plus, je me dis, s'il faut faire changer les choses de l'intérieur, pourquoi pas? Et j'ai pas envie d'y aller tout seul. Hein. C'est pas parce que je l'ai dit que vous allez rester sur votre chaise et rien faire. Hein. Si je le fais, vous le ferez avec moi. Voilà. Merci beaucoup Serge. Voilà, cette table ronde se termine. On a une séance de dédicace sur la première BD sur l'agroclimatologie dans le monde. D'ailleurs, l'impact du climat sur l'agriculture, et cette séance de dédicace se fait juste derrière, là-bas, à la librairie. Merci. Merci beaucoup à vous.